Alors, comme vous l'avez déjà constaté, l'astrologie est un très vaste sujet. En fait, on peut l'aborder de plein de façons différentes. Il faut que je parle plus fort. Bon, ça c'était juste pour vous dire, pour le titre. Je vais me présenter rapidement. Et puis je pense qu'on peut dire qu'après les slides vont être mis en ligne. Oui. Voilà. Donc les gens qui nous écoutent sur le podcast peuvent cliquer en dessous du podcast et télécharger le slide. Et comme ça suivre en même temps la conférence. Donc de quoi ne va-t-on pas parler? De quoi va-t-on parler? Qui suis-je? Donc très rapidement, donc je suis un ex-astrologue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai pratiqué l'astrologie, on va dire en amateur, je ne me suis pas fait rémunérer pour ça. Et j'ai été membre de la Fédération des astrologues francophones, une association nationale française, membre du bureau pendant 8 ou 10 ans, je ne sais plus, ce qui m'a mis en contact vraiment avec le milieu astrologique. Et donc, par rapport à certaines critiques qu'on entend souvent, je n'étais ni malhonnête ni de mauvaise foi. Donc, ça ne suffit pas pour expliquer les motivations des astrologues. On va voir, on va en parler plus loin. Maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière, on va dire. Je suis secrétaire de l'Observatoire zététique. C'est une association sceptique qui est basée à Grenoble, en France, et donc dont le but est de promouvoir la démarche scientifique en l'appliquant, par exemple, aux phénomènes paranormaux. C'est-à-dire qu'on essaye d'analyser, de critiquer, et puis d'expliquer comment on peut rendre compte de certains phénomènes qui peuvent être ou paraître paranormaux, puis qui finalement ne le sont pas forcément. Ne le sont même pas du tout. J'ai un cursus varié, puisque j'ai fait des maths et de la physique à l'université, jusqu'en licence 3 en physique. Et j'ai fait une overdose et après je suis parti en philosophie, où là j'ai fait un cursus complet, DUG, licence, master. À l'époque on parlait de maîtrise. Et j'ai terminé avec un master en histoire et philosophie des sciences, qui m'a permis en fait de joindre et la philo et les sciences. Et comme j'étais passionné d'astronomie, j'ai travaillé sur les travaux de l'astronome Kepler au XVIIe siècle. Et l'histoire de l'astronomie, ça m'a permis de lier les sciences et la philosophie. Et bien sûr, une autre compétence que j'ai, c'est que j'ai pratiqué l'astrologie. Donc par rapport au sujet qui nous intéresse, vous allez voir que ça permet d'aller un peu plus loin. Ma déconversion donc, a été longue et progressive. Ça m'a pris un certain nombre d'années. Et ça a commencé par une autocritique, puisque j'ai commencé à chercher un petit peu tout ce qui ne marchait pas en astrologie, contrairement à ce que faisaient les autres astrologues, ce qui m'a permis de me distinguer un petit peu des autres. Et puis de m'intéresser de toute façon au scepticisme, à la critique, qu'au début je combattais sur l'astrologie. Et puis petit à petit, certains arguments m'ont touché. J'ai commencé à en formuler moi-même. Et puis petit à petit, je me suis rapproché donc du scepticisme. Et j'ai vraiment pris de la distance par rapport à mes ressentis, on va dire. C'est-à-dire que j'étais très imprégné quand je croyais en l'astrologie. J'ai eu une période mystique, vraiment je ressentais des choses très fortes et c'était pour moi presque la preuve qu'il y avait des choses à trouver dans l'astrologie. Et jusqu'à un moment en fait où je me rappelle d'un jour où j'étais vraiment... j'avais l'impression d'avoir trouvé une preuve, quelque chose de très fort qui validait l'astrologie et ça y est, j'avais l'impression d'être le nouvel Einstein, j'avais compris, etc. Et super, je passe une merveilleuse journée et le lendemain je reprends ce que j'ai écrit. Et j'étais plus d'accord avec ce que j'avais écrit. J'avais oublié des choses, il y avait des trucs sur lesquels j'étais plus d'accord, et je me suis rendu compte que j'étais obligé de rejeter ce que j'avais produit. Et ça m'a fait très mal. Là, j'ai vraiment pris un gros coup, et je me suis rendu compte que ce que je ressentais ne suffisait pas pour valider ce que je croyais. En tout cas, il y avait une distinction entre ce que je ressentais et la vérité. C'est quelque chose qui a l'air évident comme ça, qui a l'air simple, mais quand on est dans un fonctionnement un petit peu mystique, c'est pas du tout évident, parce qu'au contraire, l'intensité de nos ressentis, c'est quelque chose qui est moteur, qui nous pousse. Et là, il y a vraiment eu un passage qui a fait que j'ai commencé à travailler de plus en plus. En fait, mon travail sur la critique de l'astrologie est devenu un travail à partir de ce moment-là. Auparavant, c'était un engagement, c'était vraiment quelque chose de très personnel. Et c'est devenu plus, sinon une passion, un vrai travail. Donc j'ai pris de la distance. Donc de quoi ne va-t-on pas parler? Parce que dans les débats, on a des questions qui reviennent régulièrement. Donc on ne parlera pas du futur, du destin, de la voyance, est-ce que tout est écrit, ce genre de choses. On donnera quelques explications qui permettent de rendre compte de certaines choses, mais en tout cas je ne développerai pas. L'astrologie est-elle une science? On a failli évoquer la chose tout à l'heure, je n'ai pas vraiment répondu. On n'en parlera pas non plus, c'est très compliqué.
Ça oblige à se poser la question qu'est-ce qu'une science et voir si l'astrologie remplit les critères. Quand on le fait, on se rend compte que non. Mais je ne rentrerai pas là-dedans ce soir. La polémique signe-constellation, pareil. Il y a beaucoup de choses à dire et je préférerais presque revenir pour ça. Mais donc j'en parlerai pas non plus, même si on verra la différence. Y a-t-il une influence astrale? Pareil, on n'en parlera pas. Là, est-ce qu'il y aurait une causalité physique qui expliquerait l'astrologie? En résumé, quand on cherche, non, ça ne marche pas, c'est contradictoire. Ou alors, l'astrologie a toujours voulu qu'il y ait quelque chose d'universel dans le cosmos qui relie les hommes au cosmos en général. Et donc, ils ont toujours espéré qu'on trouverait une loi physique qui serait universelle. Et bien, pas de chance, on l'a trouvé. C'est Newton qui a mis ça, qui l'a, comment dire, expliqué. Donc, la loi de la gravitation, qu'on dit universelle, en tout cas à l'échelle macroscopique, elle permet de relier tous les corps dans l'univers. Et ben, quand on essaye d'appliquer ça aux planètes, aux hommes, etc., ça ne rend absolument pas compte de l'astrologie. Donc, il existe bien une force physique, en tout cas à l'échelle de l'univers, mais elle n'a rien à voir avec l'astrologie. Ça ne rend pas compte des signes, des maisons, des astres, des différences entre les astres. Donc, mais de toute façon, on n'en parlera pas. Donc, en somme, on ne parlera pas des débats sur l'astrologie. Moi, je vais vous amener vraiment dans l'astrologie, dans le système. On va voir un peu comment l'astrologue perçoit son système, les questions qu'on peut se poser à l'intérieur. Et de quoi va-t-on parler? Et bien notamment de la consistance de la technique astrologique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'astronomie dans l'astrologie. Mais attention, quand on dit astronomie, on parle de la vieille astronomie, de l'astronomie antique, avant qu'il y ait la causalité, c'est-à-dire avant que l'astronomie devienne scientifique. Donc c'est essentiellement de la géométrie, on essaye de repérer les astres sur des cercles, des choses comme ça. Donc on va parler de ça, puis on va se demander, mais qu'est-ce que ça pèse, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et notamment, quels sont les astres de l'astrologie? Qu'est-ce qu'un astre en astrologie? Quand on veut s'intéresser à l'astrologie, il y a deux pans vraiment très importants, la technique et la symbolique. Et donc on parlera un petit peu de la symbolique, et notamment de certains biais que génère la symbolique astrologique, qui permettrait de rendre compte de certains succès de l'astrologie sans avoir à chercher au-delà de biais simplement. Donc on va parler de ça tout à l'heure. Et puis, j'ai appelé ça d'une proto-modélisation, de théorie de l'erreur dans la pratique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut intégrer des biais à la pratique de l'astrologie et commencer à, non pas à faire le tri, mais en tout cas à rendre compte et des erreurs qui sont commises et de plein de choses que les astrologues appellent des succès, et qui finalement n'en sont pas. En somme, on va essayer de rentrer vraiment dans ce que fait l'astrologue dans sa pratique quotidienne. Allons-y. Donc, comment dire, ça c'est un livre qui devrait paraître, j'espère, à la fin du mois. C'est le premier tome de mon travail sur ce sujet. Et en fait, donc ce dont je vais vous parler s'en est tiré ce soir. Le titre est un peu provocateur. Les mystères, moi, qui m'intéressent, c'est, je dirais, les deux principaux, c'est celui de l'astrologue, qui se pose la question, mais comment ça se fait que ça marche si bien? Quand on se met à la place de l'astrologue, vraiment, mais ça marche, pourquoi ça marche? Il doit y avoir des raisons, il y a quelque chose. Et c'est encore plus mystérieux que les scientifiques ont bien montré que normalement, c'est pas possible, c'est contradictoire, et pourtant, l'astrologue continue de voir que ça marche. Donc, pour lui, c'est un mystère. Dans l'autre sens, les sceptiques, les scientifiques se demandent, mais comment peut-on encore croire en l'astrologie aujourd'hui? Avec toutes les erreurs qu'elle a faites, toutes les contradictions qu'il y a, toutes les critiques qu'on en a faites, c'est vraiment incroyable qu'on puisse encore y croire. Donc moi, je m'attaque un peu à ces questions, et donc la question des biais à ce niveau-là est très intéressante. Le plan de travail le plan de ce travail, je l'articule autour de l'expression science des astres, qu'on entend des fois en astrologie. Et en fait, un jour, je suis parti là-dessus, en 2010, en me disant, mais il y a un problème dans l'expression science des astres, quand on l'applique à l'astrologie. Il y a trois mots qui posent problème, science des astres. Et en fait, c'est vraiment mon plan de travail, c'est-à-dire que science, ça va me permettre de m'attaquer à la méthodologie. Est-ce qu'il y a une méthodologie derrière l'astrologie? Donc, on verra. Donc, je montre qu'il n'y en a pas, mais en tout cas que c'est beaucoup plus complexe que ça devrait être. Des astres, est-ce que vraiment l'astrologie utilise tous les astres? Donc on sait bien que non. C'est l'occasion de m'attaquer à la question du ciel astrologique. Qu'est-ce que le ciel astrologique? Est-ce que c'est bien le même que celui des astronomes? Et puis astres, les astres de l'astrologie, est-ce que ce sont vraiment des astres? Et c'est vraiment plutôt de ça qu'on va parler ce soir.
Donc vraiment ma volonté, comme je connais le sujet de l'intérieur, c'est d'accéder à une critique qui reste pertinente, mais qui est aussi un peu plus pointue, et d'essayer de donner à la fin, donc au bout des tomes, d'un panorama vraiment général sur la question, même si on ne peut pas répondre à toutes les questions. Et la question technique, vous allez voir, elle est très très présente chez les astrologues, et c'est ce qui me permet, moi, de faire le lien un petit peu entre tous les astrologues, malgré leurs désaccords. Mon autre souhait, je dirais, un petit peu, c'est d'informer les astrologues eux-mêmes, et donc les astrophiles, ceux qui s'intéressent à l'astrologie, qui en fait souvent sont dans la pratique. Et la théorie de l'astrologie, c'est pas quelque chose qui est très étudié par les astrologues. Il n'y en a que quelques-uns qui s'y intéressent, et encore. Et en même temps, on va en parler juste après, qu'est-ce qu'on appelle vraiment la théorie de l'astrologie, puisque les astrologues ne cherchent pas à expliquer leurs erreurs. Ou est-ce qu'il peut y avoir des erreurs dans la pratique? Et est-ce qu'on peut vraiment envisager de créer une théorie si on n'essaie pas d'intégrer la question de l'erreur? Moi, je pense que non. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose à leur apporter aussi. Qu'est-ce qu'ils en feront? Je ne sais pas. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à la question d'une forme d'ingérence sceptique, c'est-à-dire quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui pourrait influer sur ce qu'ils en pensent? Ça, c'est encore une autre question, mais en tout cas, il y a des arguments. Donc ici, c'est la troisième partie de mon livre que je vais développer ce soir. Alors, je commence avec cette image, qui est la constellation du Sagittaire, et en fait, qui se trouve devant la Voie lactée. Donc c'est pas une photo, en fait, hein, c'est une simulation par le logiciel Stellarium. Et donc, je commence par cette image pour dire, ben voilà, sur cette image, il y a des centaines et des milliers d'astres, et donc il n'y en a pas un seul qu'utilisent les astrologues. Ça, c'est pour commencer à prendre un peu de distance par rapport aux critiques habituelles. Donc on a une constellation, il y a des étoiles partout, mais les astrologues, en tout cas les astrologues tropiques, l'astrologie qu'on a en Occident, ne les utilisent pas. Voilà une autre image. Donc, notamment ici, on reconnaît un petit peu un ciel avec des étoiles. Cette fois-ci, par contre, on a le Soleil, et puis on a des planètes, Mercure, Jupiter, Vénus. Et en fait, ça, c'est vraiment le ciel tel qu'on l'observe, je ne sais plus, c'est un moment en 2022, je crois. C'est dans la région céleste du Lion, donc il y a la constellation du Lion, là, que je n'ai pas dessinée. Et vraiment, le ciel qu'on observe, donc on peut l'appeler le ciel des astronomes, c'est celui qu'on observe, il est là. La même région du ciel, si on la représente telle que la représentent les astrologues, c'est ça. C'est-à-dire que, vraiment, ces deux images représentent le même moment. Et là, c'est ce qui permet de commencer à faire la différence entre le ciel des astronomes et le ciel des astrologues. Donc il y a plusieurs choses à voir ici. Quand on disait science des astres, c'est pas évident, parce que déjà des astres non, puisque toutes les étoiles là n'y sont plus, là-bas. Et les astrologues travaillent essentiellement avec le Soleil et les planètes, plus, on le verra, ce qu'on appelle des points fictifs, c'est-à-dire des points purement géométriques. Celui que vous connaissez, c'est l'ascendant. C'est un point qui est purement théorique. Et ils ont ajouté aussi tout un tas d'autres choses, des astéroïdes, des choses comme ça. Et il y a une deuxième chose qui choque quand même ici, c'est que les astres en question sont tous alignés. Alors que ce n'est pas le cas dans le ciel réel. Ça peut se produire, mais c'est exceptionnel. Donc, les positions qui vont être interprétées par les astrologues, ce sont des positions théoriques. On n'est donc pas vraiment dans l'astronomie. Plus exactement, c'est de l'astronomie, mais de la vieille astronomie géométrique. C'est ce qu'on va dire juste après. Donc, astres au point virtuel. Est-ce que vraiment les astres de l'astrologie sont des astres, finalement? Donc, pour l'instant, non. On voit que ce sont des points géométriques. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont comme ça après. En fait, le ciel de l'astrologie est vraiment un ciel virtuel. On n'est pas du tout dans le ciel des astronomes. Alors, ça pose problème par rapport aux critiques habituelles, notamment la critique des constellations, parce que, par exemple, là, les constellations, il n'y en a pas. Donc, toutes les critiques qu'on peut faire à partir du zodiaque des constellations, des différentes étendues, l'ancienneté, le décalage, des choses comme ça, ils s'en servent tout simplement pas. Donc, les astrologues ne sont pas du tout touchés par ces critiques-là. Il y a même des astrophysiciens, donc si vous prenez le Que sais-je des astrophysiciens Kuhn et Zarka, paru en 2005, dans lequel ils admettent, ils disent bon ok, l'argument ne tient pas, il est réfuté par les astrologues, mais pour eux c'est pas un problème, il y en a tellement d'autres, on peut bien laisser celui-là, c'est pas gênant.
Mais par contre, dans tous les magazines, quand vous avez un article sur l'astrologie, donc critique, on sait toujours les constellations, les constellations. Le dernier, c'était dans Sciences et Avenir cet été, je crois. Et donc, pareil, on recommence avec l'histoire des constellations. Bon, j'en dis pas plus, mais c'est pour dire, il n'y a pas le même ciel, et c'est une critique qui ne touche pas les astrologues. La question de l'influence physique aussi pose problème, parce que bien sûr, on ne peut pas expliquer une influence physique des astres sur les hommes, mais chez les astrologues, comme vous voyez, ce ne sont même pas vraiment des astres. Donc en termes d'influence, c'est pas du tout facile d'appliquer la critique à l'astrologue, en tout cas de toucher l'astrologue avec cette critique-là. Par contre, ça pose un autre gros problème, c'est les astrologues parlent toujours de l'interdépendance entre les hommes et les astres. Alors finalement, si ce ne sont pas vraiment des astres, est-ce qu'on doit parler d'interdépendance entre les hommes et des points géométriques? Ça pose un autre problème, mais qui là est plus métaphysique en fait. En fait, peu d'astrologues connaissent cette question théorique. Il y en a quand même une partie qui la connaissent, mais étant donné que c'est assez technique, en plus cette représentation, là vous ne la trouverez pas chez les astrologues, elle n'existe pas encore, on va dire, donc ça y est. Je vais vous montrer juste après d'où elle vient. Et en fait, il n'y a qu'une partie qui les connaissent, et cette question-là, elle est traitée en général soit par des astrologues qu'on appelle conditionnalistes, c'est vraiment une minorité chez les astrologues, et en fait ce sont eux qui ont relevé un petit peu ces contradictions et qui en ont fait un courant astrologique dans les années 70 et qui se sont séparés un petit peu des autres astrologues. Ils n'ont pas pu dépasser les autres contradictions habituelles, mais en tout cas ils se sont séparés, et sinon ce sont des sceptiques qui s'intéressent à ces choses-là et qui disent mais regardez, il y a des problèmes quand même, ça ne correspond pas à la réalité. Mais les astrologues eux-mêmes n'en parlent quasiment pas. Alors question, donc pourquoi ces astres sont-ils alignés? Voilà, tout est là en fait. Alors, ce que je vous ai représenté là, ça peut paraître compliqué, ça n'est pas tant que ça. En fait, si on représente la sphère céleste avec toutes les étoiles, et donc les constellations qui regroupent, qui permettent, on relie certaines étoiles entre elles, et puis ça forme des dessins. En fait, on peut baliser le ciel de différentes façons. Alors en 1930, les astronomes ont balisé le ciel, et donc ils ont créé des constellations, c'est bien carré, c'est très régulier, c'est un peu bizarre comme forme, bon il y a des raisons pour ça. Et en fait, donc voilà, la constellation du Lion a cette forme-là, le sextant c'est celle-ci, etc. Si on regarde ce qu'on appelle une rétrogradation de Vénus, alors qu'est-ce qu'une rétrogradation? En fait, quand on suit les planètes dans le ciel, elles ne se contentent pas d'avancer. On se rend compte qu'à des moments elles ralentissent, et elles paraissent revenir en arrière sur elles-mêmes, donc c'est réellement ce qui se passe là. Là on est en juin 2015, et on voit Vénus donc, qui avance, qui en fait ralentit. En juillet, elle commence à reculer jusqu'en septembre, et après elle repart, elle continue sa route. Donc les anciens, on va dire, les premiers observateurs se sont tirés les cheveux pour essayer de comprendre pourquoi ça se passait comme ça. C'était vraiment très très complexe, et c'est vraiment que Kepler qui l'a expliqué, mais c'est Copernic d'abord qui l'a expliqué en expliquant que c'était un effet d'optique, mais on ne rentrera pas dans le détail. Et donc, quand on regarde la rétrogradation de Vénus dans les constellations, voilà, elle fait ça. Si maintenant, on représente la même chose, la même situation dans les signes astrologiques. Donc ça vous montre déjà la différence entre les signes astrologiques et les constellations. Tac. Les signes astrologiques, ce sont en fait vraiment des rectangles qui vont parcourir le ciel, qui font un tour de la voûte céleste. C'est purement géométrique, c'est arbitraire. Il y a un début à un endroit, puis après on coupe en 12. Et en fait, on se rend compte que Vénus, elle fait quoi? Elle fait la même chose, de toute façon, mais c'est beaucoup plus simple, en fait. Et en fait, donc Vénus est dans le signe du Lion, elle va passer en Vierge, elle revient dans le Lion, elle repart dans le signe de la Vierge. C'est simple, c'est pas très compliqué. En fait, c'est l'intérêt du zodiaque géométrique en question. Il a été vraiment créé en 500 à peu près avant Jésus-Christ pour cette raison-là, pour essayer de circonscrire les mouvements des planètes. Et donc, les planètes visibles à l'œil nu ne sortent jamais de ce zodiaque. Donc, on a astronomiquement ce qui se passe là. La question, c'est que font les astrologues avec tout ça? En fait, moi, je vous ai dit tout à l'heure, les planètes sont alignées. Pourquoi elles sont alignées? Parce qu'en fait, pendant quasiment toute l'histoire de l'astronomie, je vais un peu plus vite, c'est pas grave. Pendant toute l'histoire de l'astronomie, on n'a pas réussi à prévoir ce genre de mouvement. Donc comme on n'arrivait pas à prévoir ça, en fait ce qu'on prévoyait,
voyez, là, il y a une ligne qui est au centre du zodiaque, ce qu'on appelle l'écliptique. Et donc, ce qu'on essayait de prévoir, c'était la moyenne, en fait, du mouvement de Vénus, par exemple. Donc, Vénus, on considérait qu'elle faisait ça, parce que ça, on arrivait à peu près à le prévoir. Par contre, les écarts, là, comme ça, ce qu'on appelle les latitudes écliptiques, ça, c'est des choses qu'on n'arrivait pas à prévoir. Et donc, c'est Kepler qui va les expliquer en démontrant que les planètes tournent sur des ellipses autour du Soleil et pas sur des cercles. Concrètement, que fait Vénus pour un astrologue on va dire hors conditionnaliste? Vénus ne fait pas ça. Vénus, en fait, se balade sur la ligne là. Donc, si on suit, Vénus, elle fait ça. Toc. Quand elle recule, ben, elle va faire ça. Jusque-là. Et après, elle repart. Concrètement, elle fait ça, ça et ça. Sur le dessin à droite, donc c'est le zodiaque des astrologues. Et en fait, donc j'ai représenté le même mouvement de Vénus. Et c'est pour ça qu'un jour, si vous voyez des cartes comme celle-là, vous verrez que Vénus est là, elle fait ça, ça et ça. D'accord? Donc, tout ça pour dire quoi? Le ciel des astronomes, c'est là. Le ciel des astrologues, ça devrait être là, mais en fait, les astrologues travaillent là-bas. Donc, le mouvement des astres chez les astrologues, c'est juste des points qui se baladent sur un cercle. Et ils sont tous sur le même cercle. Parce que si là, j'avais mis, je sais pas, Mars ici, par exemple, eh ben, c'est pareil, de toute façon, eux, ils considèrent qu'elle avance sur la ligne. Donc, je peux poser? Oui, bien sûr. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des planètes, enfin des astres, qui sortent du rectangle horizontal? C'est une question qui arrive trop tôt. D'accord. Donc oui, bien sûr, il y a en fait, on parlait de Pluton tout à l'heure, et Pluton passe son temps en dehors. Donc, mais justement, ça, je vais le redire rapidement tout à l'heure. Tout ça pour dire quoi? Pour dire par rapport aux signes et aux constellations, donc là, on a un repérage purement astronomique, on a un repérage astrologique, et surtout, avant, les astrologues utilisaient ça parce qu'on ne savait pas prévoir les mouvements. Maintenant, ça fait 400 ans qu'on sait le faire. Et pourtant, la plupart des astrologues donc, n'en tiennent pas compte. Donc, comme vous pouvez voir, les constellations et les signes présentés comme ça, on voit que ce n'est pas la même chose. Et juste pour le plaisir, si on suit le trajet de Vénus, elle passe en Cancer, elle passe en Lion. Après, elle va passer dans le Sextant, dans l'Hydre femelle. Elle revient dans le Cancer, elle part dans le Lion. Donc on n'en est plus à 13 constellations, on en est déjà à 14 ou à 15. Et en fait, si on regarde dans toutes les constellations que traversent les planètes, il y en a bien plus que 12 ou 13. Il y en a à peu près, je ne sais plus si c'est 21 ou 20 ou 25. Donc c'est pour dire que la critique de l'astrologie via les constellations, c'est plus complexe. Alors elle est possible, mais c'est plus complexe, c'est pas du tout évident. Alors je ne dis pas ça pour sauver l'astrologie, hein, c'est pour dire que ça devient très technique quand on rentre dans le détail. Donc ce qu'on va retenir, c'est que l'astrologie n'interprète pas les positions réelles des planètes. Et effectivement, par rapport à la question qu'on vient d'avoir, Pluton, qui a été découvert très très tard, en 1930, en fait, elle passe son temps à s'éloigner justement de la ligne rouge en question. Et en fait, si on dit que là on a 8 degrés, eh ben Pluton, elle, va jusqu'à 17 degrés, c'est-à-dire 2 fois plus loin. Donc elle va 2 fois plus loin là-haut, 2 fois plus loin en bas. Donc ça pose un vrai problème par rapport à la réalité du zodiaque, s'il avait une réalité. Les signes astrologiques, en fait, ce sont juste de la géométrie. C'est virtuel. Matériellement, ça ne s'explique pas. Donc, l'analyse critique de l'astrologie demande vraiment des compétences techniques, et puis assez transversales, dans le sens où, là, pour voir ce qu'on vient de voir, il faut un peu d'astronomie, mais plutôt de l'astronomie ancienne, c'est-à-dire on est dans l'histoire des sciences, en fait, et puis un petit peu d'astrologie, voire d'épistémologie. Continuons. Alors, des planètes et des points fictifs. On va parler donc de ces deux choses qu'on a en astrologie. On va commencer par parler de la planète X et de Vulcain. En 1687, donc, l'astronome Newton publie un traité qui va faire date et qui explique que ce qu'on appelle la loi de gravitation, la force de gravitation, en fait, existe dans le cosmos et elle rend compte des mouvements des planètes. Le Soleil, les planètes s'attirent entre eux et il arrive à rendre compte vraiment de tous les mouvements des planètes. C'est brillant, c'est assez extraordinaire et à partir de là, vraiment, l'astronomie devient scientifique. En 1781, pour la première fois, on découvre une nouvelle planète.
Jusque-là, de Mercure à Saturne, les planètes étaient visibles à l'œil nu, et donc toutes les cultures ont connu ces planètes-là. En 1781, on découvre Uranus. Uranus met à peu près 80 ans pour faire un tour du zodiaque, enfin un tour du système solaire, et on va découvrir Neptune en 1846, soit 60 ans après, moins d'un tour, parce que, en fait, Uranus, dans son parcours, il y a des moments où elle accélère, et c'est pas prévu par la théorie. Avec Newton, on n'explique pas ça. Et donc, on commence à imaginer qu'il y a peut-être une autre planète au-delà d'Uranus. Et donc, c'est la fameuse histoire avec Le Verrier, qui calcule, donc c'est un Français, qui arrive à calculer, à déterminer, d'après les lois de Newton, où devrait se trouver la planète si elle existe. Et donc, on va observer, et on la trouve juste à côté d'où il avait prévu. Et c'est comme ça qu'on découvre Neptune. Donc, on a vraiment découvert une planète par le calcul. C'est la célébration, la gloire des lois de Newton. Et donc, vraiment, un grand succès. C'est comme ça qu'on la découvre. Il se trouve que Neptune commence à poser les mêmes problèmes. Il y a des mouvements qu'on n'explique pas. Alors, on se dit, mince, il y a peut-être une autre planète après Neptune. Et il recommence. Et donc, ils essayent de calculer. Ils déterminent une position, on va observer et on ne trouve rien. Donc, cette planète, on va l'appeler petit à petit la planète X. On ne sait pas si elle existe, si elle n'existe pas. Quand on va découvrir Pluton, on va commencer à se dire c'est peut-être elle. Mais c'est pas évident parce que Pluton est quand même pas très lumineuse, donc elle semble pas être assez grosse pour pouvoir l'expliquer. En attendant, il y a une autre planète qui pose un tout petit problème, Mercure, qui a l'un de ses paramètres, on va dire astronomiques, qui se décale d'un chouïa chaque année, vraiment un décalage infime, mais dont les astronomes n'arrivent pas à rendre compte. C'est vraiment très 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 faible. Donc pareil, on se dit, mais il y a peut-être une planète qui est très très proche du Soleil, qui pourrait expliquer que Mercure ait ce petit décalage. On la cherche, on ne la trouve pas. Donc on l'a appelée Vulcain, très très proche du Soleil, et donc on ne la trouve pas. Il se trouve que donc, ces astres ont été envisagés par des astronomes, et qu'elles n'ont jamais été observées. La suite de l'histoire, c'est que quand Einstein publie sa relativité générale, l'un des moyens qu'il a eu de travailler dessus, ça a été d'expliquer justement les problèmes de Mercure. Et donc, je relisais, il y a des articles entiers là-dessus. Einstein lui-même raconte qu'un jour, donc, il refait ses calculs et il arrive à expliquer le décalage de Mercure avec la relativité. Et donc, tellement fou de joie, il a le cœur qui accélère, et donc il a failli, je crois, perdre connaissance, etc. Donc c'est vraiment lui qui le raconte, en fait, je ne sais plus si c'est dans une correspondance ou dans ses mémoires. Et donc, il rencontre des problèmes de Mercure, et donc Vulcain, plus besoin. Il n'y a plus besoin de Vulcain. Donc Vulcain, en tout cas, n'a pas besoin d'exister. Pour ce qui est de la planète X, en fait, donc au début, on se dit, c'est peut-être Pluton. Et puis, on est en 1930, et au fur et à mesure, les techniques s'améliorent, les télescopes s'améliorent, et on commence à distinguer, quand on observe Pluton, qu'en fait, il n'y a pas qu'un corps, il y a deux corps, qui sont donc Pluton et Charon. Et donc, ces deux corps, jusqu'au mois de juillet cette année, on n'avait pas d'image. Donc, ces deux images, c'est la sonde New Horizon qui est passée le 14 juillet. Et donc, on a Pluton et Charon qui sont là. Et donc, à partir de là, on commence à se dire quand même, c'est pas un seul corps, ce sont deux corps, donc la masse est inférieure à ce qu'on pensait, et donc ça pose problème, ça ne peut pas expliquer les variations des trajectoires de Neptune. Et à la fin des années 80, il y a la sonde Voyager qui s'approche de Neptune, qui va nous donner les premières images de Neptune, et on se rend compte que quand Voyager approche de Neptune, sa vitesse n'est pas conforme à ce qu'on attendait. Et on se rend compte qu'on a fait une erreur dans l'estimation de la masse de Neptune. Grâce à Voyager, on arrive à réévaluer la masse, et à partir de là, les écarts se corrigent d'eux-mêmes, et finalement, Neptune, on rend compte de sa trajectoire. Donc, plus besoin de la planète X, et Pluton, de toute façon, est trop petite pour expliquer les écarts. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? En fait, Vulcain et la planète X donc, sont causes d'effets qui n'existent plus, donc il n'y a plus besoin de causes pour rendre compte de ces effets. Il se trouve qu'ils sont toujours présents dans les logiciels d'astrologie, parce qu'entre-temps, les astrologues avaient intégré Vulcain et la planète X, avaient commencé à leur donner des symbolismes, avaient commencé à s'en servir. Et donc, ça marchait. Ils en étaient satisfaits en tout cas. Et donc, le problème, c'est que Vulcain et la planète X n'existent pas. Donc, les astres de l'astrologie, ça commence à poser des problèmes. En voilà déjà deux qui, en tout cas, sont toujours dans les logiciels d'astrologie, mais qui n'existent pas. On va parler maintenant de la Lune noire.
Donc pour être honnête, Vulcain et la planète X sont très très peu utilisés. Il y a certains astrologues qui s'en servent, et la grande majorité ne s'en servent pas. Mais il n'empêche qu'ils sont toujours dans les logiciels. Comme quoi, ceux qui font les logiciels d'astrologie pensent que c'est bien quand même de les laisser au cas où il y a quelque chose qui puisse expliquer que ça marche, etc. Pourtant, il n'existe pas. La lune noire, elle, par contre, est beaucoup plus à la mode. Elle est très très utilisée par les astrologues aujourd'hui. Et donc, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'en fait, il va se passer la même chose qui s'est passé avec Vulcain et la planète X, à savoir que la seconde, enfin, ce qu'on va appeler la lune noire, ça a été une hypothèse envisagée par des astronomes, et parce que l'orbite de la Lune est très très complexe, et en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'envisager une deuxième Lune, qui serait peut-être très petite ou pas. Donc, l'option a été abandonnée. Mais dans les années 30 toujours, il y a un astrologue qui s'est dit quand même c'est embêtant parce que si la lune noire n'existe pas, ça marche tellement bien. De mémoire, c'est un symbolisme qui renvoie à la réincarnation, aux vies antérieures, ce qui permet de justifier certaines choses qui nous arrivent par des choses qu'on aurait vécues avant. Bon, c'est très utile chez les astrologues en tout cas. Et donc il se dit, on va changer la définition. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des astrologues, moi ces références-là, je les ai trouvées chez des astrologues, qui critiquent la chose en disant, mais c'est n'importe quoi. L'astrologue en question, il a dit, puisqu'elle n'existe pas, on va la mettre ailleurs, et je ne sais plus pour quelle raison, mais donc il a dit, la lune noire, on va la mettre ici. Ce qu'on appelle le deuxième foyer de l'orbite lunaire, c'est-à-dire que la Lune tourne autour de la Terre sur une ellipse, et une ellipse, c'est pas un cercle, une ellipse, c'est entre guillemets un petit peu comme un cercle avec deux centres. Et donc, le deuxième centre en question, le deuxième foyer, en fait, a un petit mouvement dans le système qui prend 9 à 10 ans, et donc il décide de placer la Lune noire à cet endroit. Comme ça. Et donc, extraordinaire en termes de rigueur, en termes de matérialité, qu'est-ce qu'il y a de consistant là derrière? En fait, réellement, c'est la fécondité symbolique, vraiment, qui est importante. Ça permet de faire des interprétations, de parler avec les gens, de donner du sens, etc. Donc, est-ce qu'on peut encore parler d'astre? Parce que là, on est carrément en deçà de l'orbite lunaire, on est beaucoup plus proche de la Terre. Et quand on s'amuse à regarder les distances, comme je l'ai fait, donc les deux foyers sont éloignés de 30 à 60 000 km, sachant que le premier foyer est dans la planète, dans la Terre, ce qui veut dire que la Lune noire, en théorie, est à peu près à la même altitude que nos satellites géostationnaires, qui se trouvent à 36 000 km. Donc, dans quelle mesure un satellite devient un astre ou pas? Est-ce que la Lune noire est vraiment un astre? Et en fait, là on ne pourra pas rentrer dans les détails, mais c'est encore pire que ça. C'est que comme le calcul du mouvement de la Lune noire est très compliqué, il y en a qui ont simplifié les calculs, ce qui donne des positions un peu différentes par contre, mais c'est plus simple. Donc il y a des astrologues qui prennent ces deuxièmes positions, et puis il y en a qui leur font remarquer que ce ne sont pas les bonnes, puisque ce sont des positions simplifiées, donc ça fait deux camps. Et donc il y a un troisième camp qui est venu et qui a dit non mais il n'y a pas de problème, on va faire la moyenne des deux, et puis on va utiliser la troisième. Et donc, c'est un astrologue qui écrit ça et qui dit « mais c'est n'importe quoi, là on est dans le symbolisme pur, il n'y a plus rien d'astronomique là-dedans. » Mais par contre, ceux qui les utilisent, ça marche, c'est super, ils peuvent tirer plein d'interprétations avec ça. Donc, on a déjà un petit peu parlé, le zodiaque des signes, je vous ai dit des rectangles, qui viennent se poser sur ou à côté, avec les constellations. En fait, c'est un cercle. Si on déplie la sphère céleste, ça donne cette forme sinusoïdale. Et là, j'ai juste mis en fait une orbite de la planète Pluton, de Pluton. Et en fait, on voit que Pluton passe son temps justement en dehors du zodiaque. Donc, le zodiaque, c'est un truc qui a été conceptualisé, je vous ai dit, 500 ans avant Jésus-Christ. Pluton s'est découvert plus de 2000 ans après, presque 2500. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le zodiaque ne permet pas de rendre compte des mouvements de Pluton. Ou alors, il faut étendre le zodiaque, mais si on étend le zodiaque, ça pose encore des problèmes. Et finalement, ça pose plus de problèmes qu'autre chose. C'est encore pire en 2005 avec Eris, donc, qu'on a découverte, qui est à peu près de la taille de Pluton, mais encore plus éloignée, parce qu'Eris ne s'éloigne pas de 17 degrés. Donc là, il y en a 8, là, il y en a 17. Eris se décale de plus de 40 degrés, je crois que c'est 46 degrés. Donc en gros, Eris, elle doit arriver par là à peu près. Et donc elle fait des trucs qui n'ont vraiment plus rien à voir finalement avec le zodiaque. Tout ça pour dire que le zodiaque des signes, c'est quelque chose qui est bien désuet.
Ça permettait, avant, quand on connaissait les planètes jusqu'à Saturne, de circonscrire les mouvements des planètes dans le ciel. Mais en fait, c'est pas du tout adapté, évidemment, à la réalité. Il y a plein de nouveaux astéroïdes aussi, dont certains utilisés par les astrologues, pareil, qui sortent du zodiaque en permanence. Donc le sceptique Henry Brock parle de vacuologie. Si vous entendez le mot, en fait, il renvoie à ça. C'est-à-dire dire que les signes, ce sont juste des choses géométriques, c'est vide en fait, c'est juste formel, et ça ne correspond à rien d'astronomique. Donc ça c'est pour dire qu'en termes d'origine de l'astrologie, les anciens qui ont découvert ou qui auraient découvert l'astrologie finalement n'étaient peut-être pas si performants que ça. En fait, on peut se poser aussi la question de savoir si ce sont des astrologues qui ont créé le zodiaque, ou si, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, l'astrologie est apparue après la création du zodiaque. Et en fait, quand on regarde les textes et le travail des historiens, c'est ce qui se passe. Le zodiaque a été conceptualisé en Mésopotamie et l'astrologie n'existait pas encore. En fait, elle s'en est servie, elle est née avec, en l'utilisant, mais chez les Grecs. Bien. Autre chose, toujours pour parler de la consistance des techniques, une technique prévisionnelle inventée par des astrologues. Et cette technique, en fait, elle consiste donc à prendre le zodiaque, donc les 12 rectangles sur un cercle, à prendre les positions à la naissance d'une personne, donc les positions de certaines planètes qui sont représentées sur la roue à l'intérieur, là, et de se dire, eh ben, on va les faire avancer d'1 degré, il y en a 360 sur le cercle, 1 degré par an. Et chaque année, on va regarder ce qui se passe, et puis les angles qu'elles font, et où est-ce qu'elles vont. Et là, par exemple, j'ai fait un exemple pour l'âge de 43 ans, donc d'une personne qui, à 43 ans, aura vu toutes ces planètes, là, avancer, par exemple, là on les trouve ici, et donc elles ont vraiment avancé de 43 degrés. Celles-là seront là-bas, celle-là sera ici, etc. Ça pose quand même de gros problèmes. Parce que ces positions-là seront des positions qui ne seront jamais occupées par les astres. En tout cas, comme ils avancent chacun à leur vitesse, ils ne seront jamais tous à ces endroits-là, à ce moment-là. En termes d'astronomie, c'est gênant. Un autre problème, c'est que donc, comme elles ont toutes la même vitesse, Pluton, qui est censé faire un tour du Soleil en presque 250 ans, ou la Lune, qui fait un tour de la Terre en moins d'un mois, avance à la même vitesse. Donc là, vraiment, on voit que l'astrologue qui utilise cette technique de prévision, en fait, s'affranchit complètement du ciel réel. On n'est plus du tout dans l'astronomie. Donc en fait, les astrologues parlent de direction symbolique, parce qu'ils sont conscients quand même que les astres ne sont pas les vrais astres qui sont là. Le problème, c'est que quand on est dans les symboles, on peut parler de symbolisme, mais quand on regarde les positions, elles, astronomiques, elles ne sont pas symboliques. Elles sont vraiment imaginaires. Ce sont des positions qui n'existent pas. J'allais dire bien sûr, c'est méchant. On n'est pas obligé de les faire avancer d'1 degré par an. Il y a d'autres systèmes qui existent. Donc il y a des astrologues qui les font avancer à des vitesses différentes. Ce qui fait que comme ça, on peut obtenir d'autres positions, ça va plus vite, ça va moins vite. En théorie, je peux décider de les faire avancer d'1 degré par semaine, pourquoi pas. Hop, ça fera d'autres positions et on pourra toujours faire des interprétations de toute façon. Donc c'est très libre en fait. Évidemment, ça marche pour ceux qui les utilisent, sauf pour ceux qui ne les utilisent pas. C'est-à-dire qu'il y a des astrologues qui rejettent ces techniques en disant non, c'est complètement virtuel, ça ne marche pas. Ça marche pour ceux qui les utilisent et ça ne marche pas pour les autres. Bien. Si on fait un premier bilan, on voit qu'on a un ciel vraiment virtuel. Alors il y a quand même une étoile dans ce ciel, c'est le Soleil, mais c'est la seule. Des planètes virtuelles, puisqu'elles sont toutes alignées sur un trait, un cercle. Des astres qui n'existent plus, mais qui pourtant sont toujours utilisés en astrologie. Des astres qui ont été créés de toutes pièces, donc là on a vu pour les directions, qui sont donc vraiment plus du tout des astres, et un zodiaque qui est vraiment devenu désuet, qui ne peut plus rendre compte du ciel contemporain. En fait, pour moi, ce qu'il faut bien voir, c'est que la fécondité, alors j'ai mis des points, je me suis trompé, c'est des symboles, la fécondité des symboles est indépendante de la réalité des points, des positions astronomiques en fait. Il y a quelque chose qui se joue du côté de la symbolique dont on va parler. Donc en fait, la technique ne peut pas rendre compte des réussites de l'astrologie. C'est pas assez consistant, c'est trop contradictoire, voire même c'est basé des fois sur rien de rien même. Et donc la satisfaction ne peut pas être justifiée par le système, qui pourtant fait la fierté des astrologues.
comme je l'ai suggéré avant, est-ce qu'on doit parler d'interdépendance universelle entre les hommes et des astres ou des points géométriques? C'est vraiment un gros problème. Et dans ces cas-là, quel fondement métaphysique, même pour des points sur un cercle? Ça, c'est une question gênante qu'on peut poser. Est-ce que c'est de l'ingérence? Est-ce que finalement, c'est pas à moi de poser cette question? En tout cas, les conditionnalistes qui ont lancé aussi ces critiques-là dans les années 70, eux se sont vraiment posé la question et ont été obligés de s'en sortir en créant la notion de signal, qui n'est ni une influence, ni un symbole. C'est pas clair. C'est pas du tout évident. Voilà. Donc ça, c'est la partie technique de l'astrologie qui est vraiment le fondement de l'astrologie, qui lui permet de se distinguer de la voyance et d'autres divinations. Mais comme on l'a vu, c'est pas consistant. Pour comprendre l'astrologie, comme je vous le disais, il faut maintenant parler de la dimension symbolique. Donc là, les symboles, ce sont par exemple les représentations qu'on a ici, mais ou celles-là, dans les signes astrologiques par exemple. Et donc là, on rentre dans quelque chose d'encore moins carré, de beaucoup plus inspiré. Donc pour aller très vite, en fait, chaque composante technique du système renvoie à un symbole, et donc à un symbolisme, que je vais définir juste après. Donc réellement, les 12 signes astrologiques renvoient à du symbole et à des symbolismes. Le lion ne renvoie pas aux mêmes choses que le Verseau, la Balance, etc. Les maisons, qu'on ne voit pas quand on ne connaît pas trop le sujet, mais en fait, il y a aussi 12 maisons qui sont là. Le départ des maisons, c'est l'ascendant. Et en fait, ce sont les chiffres romains, je ne sais pas si vous les voyez. 1, 2, 3, 4, qui fait qu'on peut plaquer encore 12 cases là-dessus, qui sont très utilisées par les astrologues. Donc chacun des astres, puis donc chaque maison renvoie à des symboles et donc des symbolismes différents. Les astres ont les leurs. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation parce que les astrologues n'utilisent pas le même nombre d'astres. Il y en a qui mettent des astéroïdes, d'autres non, etc. Et il y a encore des points, parce que par exemple, l'ascendant, c'est un point purement géométrique. En haut, on a le milieu du ciel, c'est pareil. Ce sont des choses qui ne renvoient pas à du matériel, à quelque chose de consistant. Et avec ça, on rajoute encore des angles, et on peut rajouter encore d'autres techniques. Et chaque chose renvoie à de nouvelles interprétations, ce qui fait que l'astrologue a un bagage d'interprétation qui est monstrueux. Et ça va, pour moi, poser des problèmes. Un exemple, par exemple, la Lune renvoie à ce qui relève de l'émotion. Vénus, ça sera ce qui relève des sentiments. Mercure, ce qui renvoie à l'intellect. Et donc, on pourra vraiment dire, par exemple, là, c'est une personne qui est du signe des poissons. Et donc, on pourra dire que c'est quelqu'un, puisqu'elle a le soleil dans le signe des poissons, c'est un poisson qui ressent comme un lion, qui aime comme un Verseau, qui réfléchit comme un Verseau et qui agit, Mars, comme une Balance. Et avec ça, donc l'astrologue va commencer à poser des interprétations, à comparer avec le vécu, les ressentis de la personne et à établir un dialogue. Oui. Donc, théoriquement, en tout cas dans la plupart de l'astrologie, si deux personnes naissent la même année à la même date, elles ont entre guillemets les mêmes traits de caractère. À la même heure. Et à la même heure et au même endroit, on peut. Ouais. Il y a l'endroit. Oui, parce que là c'est pareil. Après, il faut rentrer dans les questions techniques. Oui, bien sûr. En théorie, en tout cas, elles ont les mêmes cartes de naissance. Après, comme on va le voir, c'est tellement complexe qu'on peut en tirer tellement d'interprétations différentes qu'il y a de quoi meubler plusieurs vies et donc décrire plusieurs personnalités. Ce qui va permettre aux astrologues de dire oui, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ce que chacun peut réaliser. Donc finalement, chacun va réaliser une partie. Ce qui permet d'expliquer les différences entre les gens. Mais ce sont c'est de la théorie, quoi. C'est un peu de la rhétorique en fait. Donc en fait, c'est la complexité qui sauve la chose, on va dire, selon les astrologues. Donc les symbolismes sont vraiment très très fouillés. C'est-à-dire qu'il y a des livres complets qui existent sur la Balance, sur le Verseau, sur le Capricorne. Donc les astrologues vraiment approfondissent énormément la chose. Et en fait, quand on a deux astrologues qui discutent entre eux, si on ne connaît pas ces symbolismes, c'est incompréhensible. C'est très très technique, c'est très imagé. Eux, ils s'éclatent, et puis ils se comprennent.
Et je dirais quelque part, c'est même assez joli, en tout cas à entendre. Moi je sais que j'étais très sensible à ces symbolismes. Ça permet de dire des choses sur les gens, ça permet de générer des problématiques, des questionnements, mais ça reste du symbole. Et donc, pour donner une idée, je veux dire, je vous ai dit, donc la Lune renvoie vers les émotions, par exemple, Vénus vers les sentiments, la nuance entre les deux. Donc ils s'amusent déjà pour bien distinguer le symbolisme de la Lune, de Vénus, etc. Donc ils y vont. Et donc essayer de différencier tous les symbolismes pour qu'ils ne disent pas la même chose. Et donc ça demande un énorme travail, ils passent énormément de temps là-dessus. Mais le problème, c'est que ça reste du symbolisme. De la même façon, on peut classer les signes astrologiques de différentes façons. Et par exemple, il y aura plusieurs signes de feu, comme le lion, le sagittaire, le bélier. Bon, alors quelle est la différence? Ce sont tous des signes de feu, mais il y en a qui sont comme ci, d'autres qui sont un peu différents, d'autres autrement. Et donc, ils passent leur temps à nuancer, nuancer, nuancer. Ce qui fait que c'est une partie de l'astrologie qui est très importante pour eux. Et on peut faire ça avec toutes les techniques, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler un symbolisme? Alors, il y a un historien des sciences qui s'appelle Gérard Simon, qui a écrit un livre vraiment de référence sur Kepler, justement. Donc, moi, j'avais travaillé là-dessus. Qui donc s'était intéressé aux travaux astrologiques de Kepler et qui disait en fait un symbolisme c'est quoi? C'est une catégorie de pensée qui permet de ranger en fait, comme on va dire on le faisait beaucoup il y a 2000 ans de ça, donc de classer, de qualifier selon les besoins, que ce soit des événements, des traits de personnalité, des symptômes. Un exemple, par exemple les signes de feu. Imaginez, vous êtes un astrologue, vous recevez quelqu'un qui va vraiment très très mal, vraiment sa situation est bloquée, il n'en peut plus et il ne sait plus quoi faire, il est vraiment découragé. Vous regardez son thème et vous voyez qu'il a plein de planètes dans les signes de feu. Les signes de feu, c'est d'énergie. Il y a de quoi renverser des montagnes si on exagère un peu. L'astrologue pourra lui dire, mais avec tout ce que vous avez dans les signes de feu, mais vous devez avoir au fond de vous de l'énergie, il faut y croire, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais allez-y, foncez, vous verrez. Et puis il va essayer de le remotiver comme ça. Alors c'est un exemple, parce qu'il peut en trouver plein d'autres dans les thèmes. Imaginez maintenant que la personne revient 6 mois après, c'est le contraire. Elle va dans tous les sens et finalement elle se prend des retours, des murs, elle a des oppositions et finalement elle vient dans la situation vraiment opposée en lui disant mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui m'arrive? L'astrologue va pouvoir lui dire mais regardez avec tout ce que vous avez dans les signes de feu, attention, vous avez plein d'énergie entre vous, donc il faut prendre du recul. Il faut vous calmer, il faut ne pas être victime de cette énergie. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle la plasticité des symboles, ils peuvent être utilisés sur à peu près toutes les situations. Donc l'erreur, c'est de confondre le symbolisme astrologique ou le symbole astrologique avec un concept. Et c'est vrai que nous, dans la critique, on a tendance à aller dans ce sens-là, de dire mais alors si le bélier c'est quelqu'un qui fonce, si je trouve un bélier qui fonce pas, c'est un contre-exemple. Pour l'astrologue, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Il va essayer de trouver d'autres raisons pourquoi le bélier ne fonce pas, etc. Donc, ces symbolismes, ça permet vraiment aux astrologues d'ordonner les situations à leur façon, les arranger selon leur classement à eux, et après de proposer ça à la personne qui vient les voir, et puis donc ils en parlent. Est-ce que l'astrologue est un poète de l'astrologie? Moi, c'est ce que je pense. Je dirais, c'est pas ironique quand je dis ça. Par exemple, comme ça, je suis allé voir le symbolisme du pélican chez les poètes. C'est vraiment quelque chose qui fait sens. Comment est-ce qu'il évolue? Comment les poètes l'utilisent avec le temps, etc. Pour moi, on peut vraiment se poser la même question avec le symbolisme de la balance, le symbolisme du capricorne. Et en fait, ce sont un peu les mêmes. Ce sont des métaphores, des choses qui sont appliquées à la vie des gens, aux événements. Et on essaie de rendre compte des événements de la sorte. Et c'est là où il y a un gros problème. Les facteurs astrologiques sont innombrables. Moi, je vous ai parlé juste de quelques-uns. Il y a un autre astrologue qui s'est amusé à faire la liste un peu de plein de paramètres qui ont été créés dans toute l'histoire de l'astrologie. Mais il se trouve que les astrologues ne les utilisent pas tous. Donc eux, ils utilisent leurs paramètres à eux, et puis de temps en temps, ils en utilisent un autre. Ça dépend un petit peu des circonstances, ça dépend des personnes, ça dépend des écoles, ça dépend de plein de choses. Mais en théorie, si on les met tous, voilà ce que ça donne. Et donc, l'astrologue, donc lui, a plutôt voilà, ce genre de carte devant les yeux, celui qu'on avait avant, qui est beaucoup moins complexe. Et donc, il va aller chercher d'autres astres en théorie s'il en a besoin, mais en fait, ils sont déjà là. Donc,
quelque part, ça fait partie d'une critique vraiment donc, venant d'un astrologue. Si les facteurs astrologiques sont innombrables, si les symboles passent leur temps à s'interpénétrer, parce qu'il n'y a pas des différences franches entre les symboles, il y a des points communs, il y a des oppositions, il y a plein de choses. Si on peut classer de tas de façons différentes les mêmes techniques, par exemple le signe du taureau c'est un signe de terre, mais c'est aussi un signe fixe et un signe féminin, taureau féminin, c'est bien. Et en fait, on voit que pour chaque paramètre, on a plusieurs classements qui lui correspondent, donc ça donne vraiment de très grands nombres de configurations, d'autant plus que les astrologues peuvent créer d'autres cartes selon les besoins, ce qu'on appelle les révolutions solaires par exemple, et ce genre de choses. Donc on peut en plus multiplier les cartes, ce qui fait que littéralement, l'astrologue a accès à un nombre infini d'interprétations. S'il utilisait tous les paramètres ou même seulement la moitié, il faudrait qu'il interprète ce genre de choses, ce qui est évidemment pas possible. Et ça pose des problèmes par rapport vraiment à la définition même des astrologues qu'ils en font. Notamment que s'il est submergé par la complexité, contrairement à ce qu'il dit, l'astrologue dit toujours il faut synthétiser en astrologie, il faut tenir compte de tout pour pouvoir répondre vraiment, expliquer la situation des gens. Mais en fait, il ne peut pas tenir compte de tout. C'est impossible par définition. Donc en fait, ça impose, ça démontre, si on en doutait, qu'en fait, il ne synthétise pas, déjà il compose, mais en plus il choisit, il est obligé de choisir ce que lui va utiliser. Et quand on regarde comment fonctionne la pratique de l'astrologie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'astrologue va puiser dans les configurations et les symboles, selon un peu ce qu'il veut dire, selon ce qui peut être intéressant pour interpréter les choses, soit pour retrouver des informations qu'il a déjà, soit pour envisager de nouvelles pistes. Et donc, finalement, il est plus auteur qu'interprète. Et donc ça, d'un point de vue métaphysique, pour les astrologues, c'est quelque chose qui est très très gênant. Donc les astrologues croient en l'astrologie, moi ceux que j'ai rencontrés, ils y croient, et pour eux, ils ne font pas qu'interpréter, ils transmettent quelque chose, il y a quelque chose pour eux qui les dépasse. Ce genre de remarques remet ça en question. Donc avec tout ce qu'on vient de dire, vraiment, pour moi, le système est inutilisable pour viser le vrai. C'est vraiment, il y a trop de choses qui sont pas consistantes, qui se mélangent, qui vont contre ça. Donc les conséquences de tout ce que je viens de dire, donc ça présente des avantages que ce soit si complexe, parce que ça permet d'interpréter tout et son contraire en fait. A posteriori, il y a tellement de choses que finalement on peut rendre compte à peu près de tous les événements qu'on veut, en cherchant bien, on va trouver une configuration négative ou positive, etc. Les astrologues notamment s'entraînent beaucoup quand ils débutent sur les biographies, c'est-à-dire qu'ils vont chercher la date de naissance d'un homme célèbre, et puis ils vont chercher un peu les événements dans sa vie, ce qui lui est arrivé, et puis regarder où sont les planètes à ce moment-là, et donc ils s'entraînent littéralement comme ça. Ils le font aussi avec leurs proches en direct, et ils le font aussi sur des biographies, et donc ils essaient de comprendre pourquoi il est arrivé telle chose à telle personne, à tel moment, voire même, moi j'ai vu ça sur Facebook, quand il y a quelques années, il y a des groupes d'astrologie où les gens amènent une carte et ils disent voilà, je comprends pas, il s'est passé telle chose tel jour pour telle personne, ça correspond pas. Puis il y en a d'autres qui viennent et qui lui disent ah mais si, parce que si tu utilises tel classement, on peut dire que, et puis finalement ils arrivent à rendre compte de la situation, et puis des fois ils sont d'accord, des fois pas. Et donc ça c'est vraiment de la pratique de l'astrologie. Mais ça, il y a le revers de la médaille. Ça permet aussi d'éviter des contradictions, que ce soit complexe. Parce que là, c'est arrivé récemment, ni plus ni moins qu'avec les affreux attentats du 13 novembre qu'on a eu en France, où en fait, il se trouve que par hasard, il y avait 2 jours avant la pleine lune, et donc il y a des astrologues qui interprètent les pleines lunes en disant, voilà, chaque mois, avec telle pleine lune, voilà les événements, le mois sera plutôt bon, plutôt mauvais. Et là, pas de chance, il semble que les astrologues avaient prévu plutôt un bon mois, un truc bien positif. Et donc, il y a des gens qui leur ont écrit en leur disant, mais ce qui s'est passé, c'est pas possible. Et donc, voilà, j'ai vu un astrologue qui écrivait, ah oui, effectivement, j'avais dit ça, mais il y avait telle configuration qu'il avait signalée, il avait dit, ça quand même, c'est un peu explosif, mais voilà, il avait juste dit ça comme ça. Et je l'ai sous-estimé, en fait, c'était plus important, et j'aurais dû tenir compte aussi d'une autre configuration. Et finalement, on arrive à se dédouaner, à se dire, mince, en fait, c'est moi qui n'avais pas choisi la bonne configuration, il y en avait une autre. Et ça, c'est tout simplement pour moi parce que c'est complexe. Il y a tellement de configurations qu'en revenant en arrière, finalement, on peut changer l'interprétation. Oui.
Donc un astrologue ou une astrologue n'a aucun outil pour choisir quelle configuration il va prendre. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ça m'a vraiment gêné quand j'étais croyant, quand j'y croyais, à savoir que entre une bonne configuration et une mauvaise, si on n'a pas un événement déjà qui nous dit si c'est mauvais ou si c'est bon, on ne sait pas s'il y en a une qui est en train d'agir et pas l'autre, ou les deux, ou pas. Et en fait, l'astrologue ne peut pas choisir. C'est vraiment au feeling, on est dans le symbolisme, on est dans l'inspiration, dans l'intuition, on n'est pas dans la causalité. Alors l'avantage aussi d'avoir plein de configurations à disposition, c'est que ça peut permettre des associations d'idées inattendues. Donc on peut, sur une situation, envisager un point de vue vraiment complètement différent de celui qu'avait le client en arrivant. Et ça, c'est très intéressant, parce que les personnes qui viennent voir les astrologues viennent aussi parce qu'elles sont bloquées. Elles n'ont pas trouvé de situation ailleurs, donc réellement, elles essayent de chercher des sorties de leur situation. Et ce genre de choses, ça permet d'envisager des idées qu'on n'avait pas eues, des choses qu'on n'oserait pas faire, des choses comme ça. Et ça permet vraiment une interactivité entre l'astrologue et son client. Et donc même qu'il lui apporte des idées, mais en même temps, comme je dis, c'est quelque chose qui ne prouve pas la validité de l'astrologie, mais juste que c'est fécond, c'est très fécond. Donc le fait que les astres soient déconnectés du réel, que la technique astrologique le soit, c'est un inconvénient pour explorer le réel, mais c'est un avantage finalement pour l'interprétation. En fait, il y a quelques années, je m'étais posé la question, comme d'autres, pourquoi des hommes politiques vont consulter des astrologues. Mitterrand allait consulter Elisabeth Tessier. Des chefs d'entreprise aussi consultent des astrologues pour prendre des décisions, pour recruter des gens. Et il y a même le psychanalyste Jung, qui est donc très connu dans les milieux, et notamment astrologiques, qui lui donc écrit dans ses correspondances qu'il faisait des thèmes astro quand il n'arrivait pas à débloquer une situation avec quelqu'un qui le consultait. Donc j'ai des références, il l'a vraiment écrit. Et donc je me disais, mais comment se fait-il Comment se fait-il que des gens comme ça, pourquoi est-ce qu'ils vont consulter? Et donc j'essaie de le faire rapidement. En fait, l'idée que j'avais eue, c'était justement à cause de l'histoire des associations d'idées inattendues. C'est-à-dire que notamment un politicien a beaucoup de conseillers autour de lui, donc des conseils, des idées, il en a plein. Pour qu'il aille voir un astrologue, c'est que même ça ne suffit pas. Et quelque part, est-ce que l'astrologue, en étant déconnecté de la réalité, justement, ne peut pas envisager d'autres possibilités que ne peuvent pas envisager simplement les conseillers? Et je m'étais dit, il y a peut-être quelque chose. Et l'histoire pour Jung, ça serait pareil, c'est-à-dire que des pistes qu'il n'aurait pas envisagées, en plus là on est dans la symbolique avec l'astrologie, peut lui donner peut-être des idées pour aller travailler autre chose. Et donc, effectivement, c'est intéressant parce que quand on part dans des idées inattendues, on peut justement explorer des pistes qu'on n'envisagerait pas rationnellement, qui semblent tout simplement impossibles. Mais l'astrologue, dans ces cas-là, insiste en disant « mais est-ce que vous êtes vraiment sûr ?» Et puis il essaye de creuser en allant quand même de ce côté-là. Et parfois, ça peut suffire. Ça peut aussi permettre de réexplorer des pistes qu'on a rejetées par la raison. Parce que ça présentait certains désavantages. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des avantages qu'on peut réévaluer et puis remettre en question ces questions? On peut aussi réécrire, pourquoi j'ai mis ça? C'est réécrire l'histoire, c'est-à-dire réinterpréter les événements, leur donner un sens différent, et puis finalement partir sur d'autres idées qu'on n'avait pas eues. Le problème, bien sûr, c'est qu'une description, parce qu'on est dans la description des choses, dans le sens, dans le symbolisme, ce n'est pas une explication. Donc en somme, avec l'astrologie, on a une puissante grille de relecture a posteriori, parce que la complexité permet vraiment de tout interpréter, mais par contre c'est assez ingérable a priori. Notamment la prédiction astrologique, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et quand on voit des prédictions qui ont réussi, quand on retourne dans le contexte, voir comment ça s'est passé, par exemple, j'aime bien donner l'exemple de la crise qu'on traverse actuellement, il y a plein d'astrologues qui l'ont prévu. Mais quand on regarde les dates de publication de la prédiction, la crise avait commencé. Donc c'était après, par exemple, ça a commencé avec les subprimes, par exemple, les astrologues ont commencé à ce moment-là à dire attention, il y a quelque chose qui arrive, ça va mal se passer. Et finalement, et le pire c'est qu'ils ne le font pas de façon malhonnête, c'est que vraiment ils essayent de sentir venir les malheurs, on va dire,
Et donc, le problème, c'est que par contre, des années après, quand ils reprennent leurs propres prédictions, ils se rendent compte que mince, ils avaient prévu quelque chose. Sauf que, finalement, est-ce qu'ils avaient vraiment prévu des événements qui allaient arriver, ou est-ce que c'est pas juste du feeling, c'est-à-dire qu'on sent des événements qui commencent, des lignes de causalité qui se créent, et finalement, il y a des choses qui vont se passer, mais on le sait, on le sent, et on essaye d'anticiper ce qui va se passer, mais qu'on sait déjà finalement. Donc j'aurai des exemples à donner, mais on n'aura pas le temps. Et donc, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, en fait, c'est un outil qui est sans cause, qui est empli de biais, donc finalement, qui ne permet pas d'explorer la réalité. Donc je ne parlerai pas de Carlson ici, malheureusement. Vous m'avez beaucoup entendu dire ça marche ce soir. Ça veut dire quoi ça marche en fait? Et bien en fait, du point de vue du client, ça marche si je me reconnais dans des jugements astrologiques. Ce qu'on appelle l'effet Barnum, c'est pouvoir se reconnaître dans des descriptions générales. Si je vous dis vous êtes honnête, il y a beaucoup qui vont se reconnaître. Normalement tout le monde. L'astrologie, il n'y a pas que ça évidemment, mais ça rend compte de certains succès de l'astrologie. L'astrologie dit des choses qui me correspondent. Le problème, c'est que dans les expérimentations, quand on donne à des gens plusieurs portraits astrologiques, eh ben, ils n'arrivent pas à retrouver leur portrait. Donc en fait, quand on le fait vraiment, on trouve le niveau du hasard. Donc se reconnaître dans son portrait, super, c'est bien. Est-ce que ça valide l'astrologie? Ça devrait, si, quand on met plusieurs portraits, on ne se reconnaît pas dans les trois. Et donc, quand on fait le test, manifestement, on ne se reconnaît pas dans son portrait plus que dans d'autres portraits. Donc c'est pour dire que le fait de se reconnaître dans l'astrologie, ça ne doit pas être un argument. Ça marche aussi quand, donc en tant que client, je mets en mots des ressentis jusque-là insaisissables. Pourquoi est-ce que je vais si mal? Comment expliquer ces sentiments qui me parcourent, ces émotions qui me bouleversent, etc. L'astrologue, en utilisant ces symbolismes qui depuis un siècle ont été adaptés à l'intériorité des gens, se permet de poser des questions, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, une certaine introspection. Et donc, des gens sont très sensibles à ça. Le problème, c'est que ça dépend vraiment du cursus de l'astrologue. C'est-à-dire que deux astrologues ne vont pas forcément dire la même chose, ne vont pas arriver aux mêmes conclusions, ne vont pas proposer les mêmes lectures. Donc malheureusement, ça ne suffit pas de mettre des mots, ce n'est pas forcément les meilleurs. Je trouve de nouveaux points de vue. Avec mon astrologue, on a discuté, finalement, ça m'a donné des idées, ça m'a permis de me remettre en question, etc. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas simplement du conseil, voire une forme de brainstorming? C'est-à-dire qu'à partir de la situation que vous m'apportez, moi, dans mes symboles, je pars sur des idées inattendues encore, et puis on envisage de nouvelles situations. Donc on peut expliquer, sans avoir à aller chercher dans la validité de l'astrologie, qu'on peut repartir chez l'astrologue avec des stratégies pour contourner les problèmes, des choses comme ça. Qui souvent, ça ne va pas très loin, c'est vraiment des conseils de base. Quand je repars, je vais mieux, je suis impacté en repartant. Mais en fait, c'est assez facile de faire baisser certaines angoisses. Par exemple, quelqu'un qui vient et qui n'en peut plus, si vous lui dites « Oula, mais vous savez, là, il y a une mauvaise configuration, et dans 1 mois et demi, 2 mois, elle est terminée. » Ça peut suffire pour certaines personnes pour dire « Ah, je vois le bout du tunnel. » En tout cas, ça peut donner une raison d'espérer. Je ne suis plus dans le noir absolu. Et il y a plein de possibilités comme ça en astrologie. Dans l'autre sens, on peut dire aussi « Ah, mais dans 2 semaines, ou dans 2 mois, ou dans 1 an, il y a une configuration super positive qui arrive. » Sous-entendu, c'est la fin des problèmes aussi. Ou en tout cas, vous pouvez espérer, ou il faut tenir au moins jusqu'à cette période. Mais ça, il n'y a pas besoin d'astrologie pour ça. Il n'y a pas besoin de la validité de l'astrologie pour que ça fasse un effet, en tout cas. Ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, c'est dire à des gens, il risque de vous arriver telle chose, qui se produisent. Mais tout le monde déjà n'est pas sensible à ça. Enfin, les gens ne repartent pas comme des moutons, mais ça existe quand même. Seulement si c'est l'astrologue qui a suggéré la chose, comment savoir si c'est l'astrologie ou l'astrologue qui explique que ça soit réalisé? Finalement, le « ça marche » du client équivaut plutôt à un « c'est utile » qu'à un « c'est vrai ». Et donc, je vais me dépêcher. On peut poser la même question du point de vue du professionnel. Donc déjà, pour le slide précédent, l'astrologue peut s'appliquer à lui-même tout ce que je viens de dire, pas forcément à son client. Donc lui, ça lui montre que ça marche selon ses critères. Mais la satisfaction de ses clients, lui, le rend heureux. Même si la satisfaction n'est pas la même chose que l'efficacité. Donc c'est aussi un critère pour dire, ça marche, j'aide les gens.
Et puis ça correspond, c'est quand je vais chercher un événement dans le passé et puis que j'arrive à trouver une configuration astrologique qui correspond, et ben ça marche. Les astres étaient là. Pour l'astrologue, ça marche. On a vu avant qu'avec la complexité, c'est plus compliqué. Et l'autre problème, c'est quand l'astrologue s'est trompé de date et qu'il trouve des configurations qui marchent et qu'en fait il s'est trompé de date, donc il faut en fait qu'il change de date et c'est plus les mêmes configurations. Et qu'est-ce qu'on fait des configurations qui marchaient avant? Ça, c'est un problème. Moi, j'ai vu des astrologues à qui ça arrivait, pour eux, c'est dur. Donc, ça peut marcher aussi avec de fausses dates. Une configuration, après, il y a d'autres critères. Je vais passer là-dessus. Ça, j'en ai parlé. Voilà. Et donc, bien faire la différence entre prédire le déroulement d'événements qui finalement ont déjà commencé ou sur le point d'advenir, et puis des événements qui vraiment sont imprévisibles et qu'on prévoirait 20 ou 30 ans avant, par exemple, c'est complètement différent. Donc pareil, le ça marche des astrologues n'équivaut pas à un c'est vrai. Et puis en plus, une interprétation astrologique est toujours potentielle pour un astrologue. C'est-à-dire que si elle se réalise, c'était bien ça, et si elle ne se réalise pas, ben, c'était potentiel en fait. Parce qu'on a tous notre libre arbitre, et on peut en plus aller contre ce qui était prévu ou pas. Et, enfin, on peut complexifier comme ça à l'infini. Voilà. Donc le système s'adapte en fait à tous les praticiens, chacun peut y projeter ce qu'il veut. Si on étend ça à tous les courants d'idées, aux différentes écoles d'astrologie, si on étend encore ça à les différentes cultures, les astrologues selon les pays peuvent interpréter encore, apporter de nouvelles choses. Et si on étend ça encore dans le temps, chaque civilisation en fait a son astrologie. L'astrologie traverse le temps, traverse les civilisations, elle change. Mais finalement, tout est virtuel, tout est symbolique. Et en fait, on peut se demander si les différentes astrologies ne sont pas simplement des épiphénomènes découlant d'une capacité d'adaptation du système qui est tellement complexe qu'on peut vraiment y trouver ce qu'on y cherche. Est-ce que c'est vraiment l'astrologie qui traverse les siècles ou seulement son système finalement? Ça, c'est embêtant pour les astrologues parce que au lieu d'envisager une astrologie, il faut en envisager plusieurs et puis envisager finalement que le lien à la réalité n'est pas forcément ce qui compte. Donc y a-t-il une astrologie? Est-ce que la notion de tradition a vraiment un sens? Donc on rejoint une question qu'on avait évoquée avant. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas simplement une forme de brainstorming? On brasse des idées, on essaye de partir sur de nouvelles idées, de trouver des sorties à des problèmes. Mais le brainstorming n'a pas besoin de fondements scientifiques ou métaphysiques. Le brainstorming, c'est juste le fait de brasser des idées, d'aller à l'inspiration, d'envisager des voies qu'on n'aurait pas envisagées. Et finalement, les prophéties autoréalisatrices, est-ce qu'on n'a pas plutôt des stratégies, puisque l'astrologue et son client échangent, essayent de déterminer des pistes pour sortir des situations. Donc finalement, on n'est pas seulement dans la prévision, il y a des prévisions des fois, mais on est aussi dans qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous en sortir. Et finalement, dans ces cas-là, ça peut très bien se réaliser, mais c'est une stratégie établie ensemble. C'est même pas une prévision en fait. Et l'astrologue, au fil des années, s'améliore. Voilà. Donc on peut commencer à rendre compte de certains succès, de certains échecs, de façon technique, ce qu'on peut appeler une théorie de l'erreur. Et pour l'instant, après plusieurs milliers d'années d'existence, ça n'existe pas en astrologie. Je vais peut-être m'arrêter là. Ouais. Prendre un temps pas trop long pour voir s'il y a quelques questions. Des gens qui veulent poser une question. Eh bien, si vous voulez. Vous avez déjà posé toutes vos questions avant. Voilà, tu as dit tout à l'heure quand on discutait que ce qui est important c'était le symbole, donc il fallait qu'il y ait un nom mythologique pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, c'était pas bête. Avec un astre, oui. Mais là, dans la présentation, tu as dit que les astrologues avaient incorporé la planète X. Oui, parce qu'ils l'ont appelée Perséphone, je crois. Ah, elle avait c'est un eux nom. qui lui ont donné un nom, ils n'ont pas attendu. Alors ça, je ne sais plus. Normalement, ce sont les astronomes, mais oui, il y avait un nom. Ça renvoie à la mythologie, en fait. Hein, c'est... S'ils l'ont déjà nommé Perséphone, mais qu'elle existe pas. Ah oui. Alors,
Ça, je dirais malheureusement c'est pire que ça, c'est qu'il y a eu un courant en Allemagne qu'on appelle l'astrologie uranienne qui a envisagé l'existence de 6, 7, 8 planètes au-delà de Pluton, qui les a nommées, qui a déterminé des éphémérides et tout, enfin la vitesse des déplacements, tout ça. On ne sait pas trop comment, probablement en essayant d'envisager des interprétations pour certains événements, avec de nouveaux as qui permettraient d'expliquer l'inexplicable ou des choses comme ça. Et là, on en a trouvé plein, nous, depuis l'an 2000, et il n'y en a aucun qui correspond. C'est jamais à la bonne distance, c'est jamais la bonne durée de cycle autour du Soleil. Donc voilà, le problème, c'est que ça existe. Il y a des astrologues qui ont fait ce pari-là il y a quelques dizaines d'années, et ça ne marche pas. Je me demandais, vous n'avez pas été professionnel, mais quand une personne se rend chez un ou une astrologue, j'imagine que ça peut évidemment dépendre de l'école de laquelle on vient, mais comment ça se déroule une séance d'astrologie? Comment se déroule une séance? Bonjour, il y a plusieurs... en fait, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est on arrive, l'astrologue demande pourquoi on vient, et puis on commence à discuter, il monte la carte, et puis après, il essaye de voir la situation astrologique du moment, et puis il commence à discuter. Il y en a d'autres qui font le contraire, c'est-à-dire que la personne arrive, ils lui disent « vous ne me dites rien », et il part sur sa carte, et puis il lui dit « ben voilà, en ce moment, telle chose et telle chose, il y a telle configuration, donc vous êtes peut-être confronté à telle situation », et puis donc il en donne plusieurs, et puis après, ça peut commencer comme ça. Donc soit il parle un moment, et puis après la personne commente, et puis on commence l'échange, soit tout simplement, pendant qu'il est en train de dire ça, il voit les réactions de la personne, et puis ça peut permettre d'entamer. Donc il y a plusieurs possibilités. Et puis après, au fur et à mesure qu'on avance dans la consultation, en fait, l'échange est de plus en plus important, ce qui fait que le nombre d'informations connues par l'astrologue est de plus en plus important aussi. Donc les interprétations s'affinent. Ce dont je parlais aussi avant, c'est un peu de la lecture froide, ce que j'appelle la technique de la bataille navale, c'est-à-dire on tire un peu dans tous les sens, et puis quand on touche, là on s'arrête et on tire juste à côté. Donc on peut envisager que dans la pratique de l'astrologie c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on fait des interprétations. Il y en a certaines qui ne marchent pas, donc ça ne me correspond pas, on passe à autre chose. Il y en a certaines qui ne font pas réagir, et puis il y en a d'autres qui au contraire interpellent. Et là, celle-là, là on va s'y attarder. Et on va essayer de développer ce moment-là. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin que l'astrologie soit vraie si en fait on a tiré plusieurs coups avant et qu'on a réussi à attraper. Donc après, il y a un échange entre l'astrologue et son client. Et après, c'est un échange entre deux êtres humains qui parlent. Et l'astrologie n'est pas forcément nécessaire. Moi, j'ai des astrologues qui me disaient que certaines consultations, en fait, il n'y a pas vraiment d'astrologie. C'est du conseil psychologique de base. Voilà. Une autre question? Juste moi, rapidement, tu pourrais expliquer, parce que je suis un peu confus sur la critique qu'on lit généralement chez les sceptiques, là, tu l'as évoqué en début de conférence, mais tu pourrais expliquer l'argument développé par les sceptiques généralement, en forme de les revues, oui, parce que tu as évoqué, c'était donc l'argument du zodiaque, Quel argument? Les constellations? Oh oui, les constellations, ouais, celui qui était publié dans le magazine. Séancé à venir? Ouais. C'est quoi l'argument qui est développé là? Donc en général, il y a deux arguments. L'argument principal, c'est qu'il y aura un décalage entre les constellations et les signes astrologiques. Donc je n'ai pas voulu en parler là parce que c'est technique et puis on peut donner plein de contre-exemples. Et comment dire? En fait, aujourd'hui, quand le Soleil est dans le signe, par exemple, du Verseau, normalement, il n'est pas dans la constellation du Verseau. Parce qu'il y a eu un décalage, il y a un décalage qui se fait progressivement. Il y a un tour en 26 000 ans à peu près, 25 000 et quelques, qui fait que petit à petit, les signes et les constellations se décalent. Et donc là, il y a à peu près un cran de décalage en moyenne. Ce qui a poussé un petit peu les astrologues à dire que oui, mais il y a 2000 ans, ils étaient au même endroit en fait. Et en fait, tout le débat porte là-dessus, sur ce décalage, mais en même temps, les astrologues répondent qu'ils n'utilisent pas les constellations. C'est ce que je montrais au début. Donc, n'utilisant pas les constellations, le décalage en question, ils ne se sentent pas vraiment concernés. Donc c'est pour ça que c'est pas évident.
Donc le problème, c'est quand dans une vidéo, on a un sceptique qui dit, voilà, si vous êtes du signe du Verseau, c'est quand vous êtes né, le Soleil était dans la constellation du Verseau. Non, techniquement non. Donc ce qu'on peut répondre à cette critique, c'est qu'en fait, le fait de repérer les astres sur la voûte céleste, il faut donc des systèmes de repérage pour ça. Si on repère avec les signes astrologiques, on les repère d'une façon. Si on les repère avec des constellations, on les repère d'une autre façon. Et pour moi, ça revient un petit peu à se mettre par exemple sur une autoroute et baliser l'autoroute, la graduer, soit en kilomètres, soit en miles par exemple. Et donc on pourra dire, non, au bout de 20 km, on n'est pas à 20 miles. Il y a un décalage. Oui, il y a un décalage. Mais c'est un repérage. C'est juste un repérage. La distance parcourue, c'est la même. Donc le problème, pour moi, c'est la solution du problème, c'est qu'en fait, on a deux systèmes de repérage différents. Et il y en a un qui est mobile, on va dire, par rapport à l'autre. Donc dans quoi on repère les astrologues disent on repère dans les signes du zodiaque. Voilà. C'est vraiment très très simplifié. Bon. Et ben,